Allô. Bonjour, mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, permettez-moi encore de vous saluer ce matin, de vous souhaiter la bienvenue à la conférence de presse du professeur Albert Ondossa. Alors, sans plus tarder, je vais de ce pas inviter le professeur à nous rejoindre. Je vais vous prier de bien vouloir vous lever pour l'accueillir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, le professeur Albert Ondossa, s'il vous plaît, applaudissons pour lui. Avant que le professeur ne prenne la parole, j'aimerais vous rappeler, mesdames et messieurs, que ici, il y a quelques mois déjà, le 13 avril dernier, il avait animé une conférence de presse sur le thème de l'encadrement, le redressement du Gabon. Et aujourd'hui, il va nous s'articuler autour du thème la stratégie à mettre en œuvre en vue de l'alternance sans heurte au sommet de l'État en 2023. Je tiens à rappeler ici à la presse qu'après la conférence, il n'y aura pas d'ITV, d'interview. Vous avez la liberté, la latitude de poser toutes les questions pendant la conférence. De ce fait, nous allons laisser 2 minutes à la presse écrite de prendre les photographies. Merci. Vous êtes dans ma chambre. Ah, c'est sur cette enveloppe. Merci, 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 mesdames et messieurs de la presse. Merci. Dans un instant, le professeur va s'exprimer sur le thème arrêté ce mardi 27 décembre 2022. Professeur. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, chers participants, dans le présent propos introductif, je voudrais, une fois encore, aborder les problèmes qui préoccupent aujourd'hui les Gabonais, afin d'éviter qu'ils se fourvoient et qu'ils aient la lucidité et l'intelligence nécessaires pour une prise de décision individuelle et ou collective motivée, au moment où notre pays, le Gabon, se prépare à amorcer un nouveau départ en 2023. À cet effet, je voudrais tout spécialement revisiter la stratégie à mettre en œuvre en vue de l'alternance sans heurts au sommet de l'État, ce qui implique de revenir tout d'abord sur les fondements et les contours d'une telle stratégie avant de traiter ensuite de la nécessaire réparation des torts causés aux Gabonais par 50 ans de dictature d'une part et 14 ans de politique inconséquente
et hasardeuse d'autre part. En ce qui concerne tout d'abord les fondements et les contours de la stratégie à mettre en œuvre, je commencerai par décliner les principales causes de l'échec des différentes tentatives d'alternance au sommet de l'État initiées par le passé. 1993, 1998, 2009 et 2016. Trois raisons essentielles expliquent, à mon sens, un tel échec. La première tient à l'attitude des challengeurs que nous avons suivis et soutenus, qui, pour la plupart, sont devenus à un moment ou à un autre complices du pouvoir. C'est une réalité qui fait mal, certes, qui est difficile à admettre, mais qu'il nous faut assumer en toute responsabilité, sans honte ni faux fuyant, pour que cela ne se reproduise plus. La deuxième raison procède du fait que nous avons pratiquement tous manqué de lucidité. Nous avons été naïfs et avons feint d'ignorer les forces en présence, par manque de réalisme. Ainsi, nous n'avons pas suffisamment intégré le rôle de la communauté internationale, car nous avons fait fi de ses intérêts, surtout des intérêts croisés. Enfin, la troisième raison. Nous avons échoué par nombrilisme et égocentrisme de plusieurs d'entre nous. Nous n'avons pas assez pris en compte nos lourdeurs, nos turpitudes et nos égoïsmes. La majorité de nos challengeurs et autres leaders ont quasiment fonctionné conformément à l'adage « hors de moi, point de salut ». C'est pourquoi nous devrions cette fois nous préoccuper en priorité des intérêts d'un peuple en détresse de plus en plus désemparé. Nous devrions également nous ouvrir davantage et écouter les orientations de la communauté internationale pour mieux prendre en compte leurs intérêts. Aussi, chaque Gabonais doit-il nécessairement avoir à l'esprit le profil de candidat compatible avec le nouveau Gabon qu'il nous faut construire afin de mieux orienter son choix en 2023. Il y a néanmoins une constante à prendre absolument en compte. Comme je l'ai dit la dernière fois à Paris, le système ONI utilise toutes les connexions anciennes, avouables ou inavouables, pour fragiliser les politiques pures de notre pays et les harceler pour finalement les neutraliser. Au demeurant, la contribution de la société civile s'avère primordiale pour, d'une part, déjouer les manœuvres du système en place visant essentiellement la conservation du pouvoir et, d'autre part, favoriser l'émergence d'une alternative crédible pour impulser le redressement dans notre pays. À cet égard, nous devons nous ouvrir à une nouvelle catégorie de citoyens et de leaders, non pas nécessairement des hommes politiques, mais plutôt des hommes d'État, préparés et disposés à reconstruire notre pays. Il est important en cela que chaque candidat potentiel se regarde, fasse son bilan et se convainque de ce qu'il a pu apporter au Gabon, s'il a plus servi qu'il ne s'est servi du Gabon, s'il n'a pas contribué un tant soit peu à rabaisser et à humilier le peuple gabonais. À mon avis, être coupable de détournement et de malversation et utiliser les ressources qui en sont issues pour se porter candidat à une élection présidentielle, législative ou locale est une honte. Que chacun fasse son examen de conscience et se mette honnêtement et courageusement à sa place par rapport à ce qu'il est et non par rapport à ce qu'il a. Il est tout aussi important que chaque Gabonais fasse le même exercice en scrutant en toute objectivité le passé de chacun d'entre eux, d'autant que le Gabon est un petit pays où tout le monde ou presque se connaît. Par ailleurs, et nous le savons tous, le Gabon n'est ni un héritage familial, ni la propriété d'un parti politique. Pour être clair,
Le Gabon n'est pas une propriété des Bongo Ondimba, ni celle du PDG. C'est un patrimoine commun. Donc, mobilisons-nous pour qu'en 2023, les Bongo Ondimba et ou leurs partisans du PDG ne soient pas sur le podium. Que tous ceux qui s'activent dans l'ombre pour reconduire ce modèle éculé se mettent en réserve, car le Gabon dispose de suffisamment d'élites et de cadres pétris d'expérience, dotés de compétences, et n'ayant ni volé, ni pillé l'État, ni spolié ou bradé les biens publics. Aussi, de mon point de vue, le choix du nouveau président en 2023 doit-il principalement reposer sur des critères essentiels. La probité morale en termes de crimes rituels et de crimes financiers, d'une part, et la pertinence du programme, en fait, son aptitude à coller aux aspirations du peuple et à redresser le pays, d'autre part. Après avoir passé au crible de tels indicateurs, il sera facile pour tous les électeurs désormais avisés d'opérer le bon choix. Restera juste alors à gérer les élections, à se battre pour que le résultat des urnes soit respecté, car rien n'est donné ni acquis d'avance. La seule grande préoccupation qui doit habiter nos esprits aujourd'hui se résume à une question. Comment accéder au pouvoir lorsqu'on sort vainqueur des urnes? La stratégie qui s'impose à cet effet se décline ainsi qu'il suit. Premièrement, éviter de suivre les fausses pistes, surtout celles qu'on a déjà empruntées par le passé. C'est là d'ailleurs que s'applique la théorie du second best, autrement dit le rejet de toutes les stratégies déjà mises en œuvre parce qu'elles ont été contre-productives et n'ont servi à rien. Deuxièmement, rechercher prioritairement l'efficacité, à savoir l'alternance effective au sommet de l'État sans heurts, ce qui suppose un puissant lobbying national et surtout international. Le lobbying consiste à présenter, expliquer et défendre son projet en montrant en quoi il est utile pour le Gabon, pour les Gabonais, tous les Gabonais de toutes les couches sociales et de toutes les ethnies. Il consiste également à montrer comment on peut garantir les intérêts des partenaires sans compromettre le bien-être des Gabonais. Notamment, éviter de spolier l'État, de brader nos terres et nos richesses naturelles, et enfin montrer comment user de l'exploitation de nos ressources pour prioritairement construire nos routes, équiper nos structures de formation, garantir notre santé, améliorer notre habitat, préserver notre environnement, ensemble, privilégier l'homme et la vie, autrement dit, garantir à chaque Gabonais une vie paisible et agréable. C'est du domaine du possible. Troisièmement, redresser le Gabon. Pour redresser le Gabon, reposer son action sur des idées simples, porteuses et acceptées par la majorité des Gabonais. Quatrièmement, résoudre de manière humaine et consensuelle les problèmes courants que nous avons dernièrement évoqués, dont les trois principaux sont le traitement réservé à ceux qui ont volé et pillé l'État, le traitement réservé à ceux qui ont tué les Gabonais et à tous ceux qui sont soupçonnés d'être les auteurs de crimes particulièrement antinationaux. Enfin, le traitement réservé à la famille Bongo Ondimba. À l'encontre de ceux qui ont volé et pillé l'État, la prison et les sévices ne sont pas, de mon point de vue, une solution optimale. Le règlement de ce type de crime devrait se faire au cas par cas, selon les montants détournés et en fonction des bonnes dispositions des personnes en cause. Il s'agirait essentiellement d'une négociation politique dont le socle est l'intérêt supérieur du pays. Des auditions seront programmées dans le respect de la dignité humaine et sur la base de trois principales orientations: la détermination des montants détournés, les modalités de restitution de tels montants, en laissant aux intéressés ce qui est nécessaire pour vivre, et enfin l'utilisation judicieuse des sommes recouvrées qui seront déposées au Trésor public sous la supervision d'une commission parlementaire qui amendera la proposition du gouvernement quant à leur affectation.
Si ces fonds sont affectés à des projets de société, routes, construction des hôpitaux et des écoles, certains coupables pourraient faire partie de la commission de surveillance des travaux. Par rapport à ceux qui sont coupables d'assassinat ou soupçonnés de l'être, les enquêtes jusque-là escamotées par une parodie de justice devront aller à leur terme pour bien situer les responsabilités et identifier les donneurs d'ordre. Ce à quoi veillera l'État, c'est un jugement équitable et juste. Le président de la République, le nouveau, aidé par le président de la nouvelle Assemblée nationale, décidera des acquittements éventuels en recourant, si besoin, à la raison d'État. Quant au traitement de la famille Bongo Ndimba, il se fera également au cas par cas, en fonction de la bonne foi de ses membres. Aussi leur est-il recommandé d'aider par leur comportement les Gabonais à les accepter et à leur pardonner, en vue de leur meilleure insertion dans la communauté nationale comme fils de ce pays, au même titre que les autres Gabonais. Pour ce qui est ensuite de la nécessaire réparation des torts causés aux Gabonais par 50 ans de dictature d'une part et par 14 ans de destruction de notre pays par le pouvoir en place d'autre part, une telle réparation constitue, à mon sens, la principale condition de la réconciliation nationale. Nombreuses en effet sont les personnes qui ont perdu leur emploi et dont les carrières ont été complètement brisées par le fait du prince, chez les civils comme chez les militaires. Par ailleurs, de nombreuses familles ont perdu leurs enfants et leurs proches. De nombreux crimes, ainsi que je l'ai évoqué plus haut, n'ont pas fait l'objet d'enquête et n'ont jamais été élucidés. De nombreux Gabonais ont été spoliés, alors que d'autres ont perdu leur terrain par un réseau d'expropriation malsain, voire mafieux. De nombreuses propriétés sont passées du domaine public au domaine privé pour un franc symbolique et sans aucune justification. Autant de dommages qui doivent être traités avec tact et doigté pour permettre aux uns de faire le deuil de leurs parents et aux autres de récupérer leurs biens et ou d'être indemnisés. Il apparaît alors judicieux de créer, à l'instar de ce qui s'est fait ailleurs, une commission vérité et réconciliation chargée, entre autres, de faire le point des humiliations et autres dommages subis dans notre pays en termes d'assassinat, d'enlèvement, de destruction de biens et de crimes financiers. Ainsi que je l'ai dit plus haut, ce sera l'occasion pour les pouvoirs publics de recourir en cas de besoin à la raison d'État, un principe au nom duquel un État s'autorise à violer le droit et ou la loi en prenant pour critère l'intérêt supérieur du pays, ce qui constitue une transgression judiciaire nécessaire pour assainir la situation et assurer la survie d'un État. La raison d'État sera dans le cas d'espèce un principe d'action politique afin d'éviter des conflits inutiles et interminables, garantir la conservation et la pérennité de l'État d'une part, l'unité et la cohésion nationale d'autre part. Je voudrais pour terminer évoquer la grande interrogation qui plane dans la cité, dans le pays me concernant. Malgré les éléments de réponse maintes fois apportés aux questions qui m'ont à chaque fois été posées à ce sujet. Pourquoi tant d'activisme de ma part? Pourquoi ne pas me déclarer simplement candidat à l'élection présidentielle de 2023 au lieu d'entretenir le flou, se demandent de nombreux Gabonais. Mais beaucoup plus, ceux qui tournent autour des cercles du pouvoir et qui craignent de perdre leurs avantages indus, les biens souvent mal acquis, des positions qu'ils ne peuvent nullement justifier, une fortune souvent malhonnête, en fait une rente, une rançon sans travail équivalent. À tout cela et à bien d'autres, j'ai une réponse et une recommandation claire. N'ayez pas peur, ne craignez pas le changement. Seul le vrai changement procédant de l'alternance crédible au sommet de l'État peut sauver le pays et sauver par la même occasion chacun d'entre nous. Lui seul peut garantir à notre jeunesse un avenir radieux
et nous assurer une fin apaisée. C'est à quoi je m'emploie ces derniers temps, c'est précisément préparer les Gabonais à un tel changement en vue d'un nouveau départ. Mon objectif est d'ouvrir la voie à celui qui doit venir redresser le Gabon, quel qu'il soit. Certainement pas un messie, ni un génie tombé du ciel ou venu d'ailleurs, mais plutôt un Gabonais normal, dont la particularité sera de ne pas avoir les mains sales, les mains souillées par le sang, ni par des détournements de ressources publiques et autres trafics et malversations. Il devra par ailleurs avoir du cœur pour pouvoir gérer le bien commun au profit du plus grand nombre. Autrement dit, quelqu'un qui ne défend ni les intérêts d'un clan, ni d'une secte, ni ceux d'une ethnie, d'une tribu et d'une province. Aussi, tout ce que je fais et dis en ce moment constitue-t-il pour moi le fondement essentiel du redressement de notre pays, du fait qu'il contribue à poser les jalons sans lesquels le pays court le risque de basculer dans une violence inutile. J'ajouterai, en ce qui me concerne, que les appuis existent, car de nombreux Gabonais me manifestent leur sympathie, et plus encore leur adhésion totale à mon projet et à ma façon de traiter la question relative au vivre ensemble. On y trouve même des représentants du système Bongo PDG, notamment les membres de la famille Bongo Ondimba, qui ont compris l'intérêt de préserver l'avenir commun de nos descendants. Mais cela ne semble pas encore suffisant pour que je puisse me déclarer candidat, même si je me rapproche petit à petit. De plus, je fais moi aussi mon examen de conscience pour savoir si je n'ai pas déshonoré mon pays à quelque niveau que ce soit, si je ne me suis pas compromis à quelque niveau que ce soit, et surtout si je suis prêt à consentir un tel sacrifice au détriment de ma famille, de ceux qui me sont chers et de mes intérêts propres. Le temps est pour nous et Dieu veille. Dans une telle perspective, l'idée de la souscription que j'ai lancée dernièrement est en train d'être finalisée. Sa mise en œuvre est imminente. Elle m'apparaît chaque jour que Dieu fait, judicieuse au regard de l'actualité et surtout du comportement de tous ceux qui s'activent dans l'ombre. Chaque Gabonais conscient, chaque partisan du changement doit pouvoir y contribuer à concurrence de ses moyens pour que le candidat de son choix soit élu, mieux qu'il accède au pouvoir. Si je ne suis pas moi-même candidat, les sommes récoltées seront intégralement versées aux candidats derrière qui les Gabonais s'aligneront majoritairement pour faire tomber le système Bongo PDG. Certes, nous fonctionnons souvent encore sur la base des idées reçues, des conceptions véhiculées, distillées par le pouvoir. L'une d'entre elles étant que le Gabonais n'est capable d'aucun effort, encore moins d'un effort financier. Voilà pourquoi rien n'est possible en dehors du système de corruption et de prédation entretenu par le PDG. De telles arguties procèdent malheureusement d'un constat et non d'une analyse. Or, ainsi que je l'ai dit la dernière fois, il est important que le peuple gabonais se donne lui-même les moyens de se libérer, ce qui lui évitera de courir comme un mendiant derrière les candidats fortunés mais parfois peu vertueux, qui pour la plupart sont incapables de justifier l'origine et le montant des ressources dont ils disposent. Chers compatriotes, ainsi que je l'ai toujours affirmé, une victoire n'est vraiment exaltante que lorsqu'elle est partagée d'une part et qu'elle est le fruit d'un effort individuel et surtout collectif d'autre part. Nous avons certes des divergences de vues, des opinions opposées sur bien des questions, mais s'il y en a une qui doit nous unir, c'est l'intérêt supérieur de notre nation. De ce point de vue, aucun sacrifice n'est trop grand. J'en appelle alors à la conscience des hiérarques de ce pays qui ont contribué à le mettre sous contrôle. J'en appelle aussi aux deux protagonistes que sont Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, de faire prévaloir l'intérêt supérieur du pays en se mettant tous les deux hors jeu. C'est la seule façon de ramener la sérénité dans notre pays et de lui éviter l'image peu réluisante du feuilleton américain Dallas
auprès de la communauté internationale. Autrement dit, la réduction des problèmes de l'État à ceux d'une famille, ce que malheureusement les Gabonais ont vécu au cours des 50 dernières années. En effet, plus le temps passe, plus les fractures s'aggravent, plus la dégradation du pays s'accentue, car les travers et autres déviances deviennent difficiles à réparer, et plus il apparaît compliqué d'entrevoir une issue favorable à la crise actuelle qui, inévitablement, est conditionnée par l'adhésion du peuple au programme de redressement mis en œuvre. Nous avons, dans la classe politique actuelle, et parmi tous ceux qui s'activent ouvertement, des personnalités qui, globalement, sont aux affaires depuis près de 40 ans, voire plus pour certains. Il nous faut alors comprendre que l'équation Gabon est bien plus complexe aujourd'hui dans un monde multipolaire en mutation, en raison précisément de la multiplicité des acteurs et des centres d'intérêt, en raison de la diversité des camps et surtout de l'ampleur des dégâts causés et accumulés au fil du temps. Aussi me permettrai-je une fois encore de demander aux Gabonais de se disposer à un effort ultime en vue de la rupture. L'alternance au sommet de l'État et la désactivation du système Bongo PDG s'impose d'autant plus aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à attendre ni d'Ali Bongo Ondimba ni du pouvoir actuel. Pour preuve, depuis ma dernière intervention, et malgré les cris, les pleurs, les revendications, les marches et autres sittings, ainsi que les nombreux recours gracieux, hiérarchiques et ou contentieux que nos compatriotes retraités d'une part, et malgré les propositions faites ça et là pour résorber cette crise d'autre part, le pouvoir est resté sourd, car aucune solution viable et durable n'a été trouvée au problème que connaissent les retraités gabonais, dont je soutiens sans aucune réserve le juste combat. À cet égard, je voudrais dire à tous ceux qui s'activent autour du président Ali Bongo Ondimba pour préserver certains acquis et à tous ceux qui exploitent son état physique pour faire passer leurs idées les plus folles, qu'il a encore temps pour eux de négocier leur sortie. Toute autre réaction de leur part n'est que fuite en avant et diversion nuisible à la fois pour eux-mêmes, pour leurs proches et pour le pays tout entier. Chers compatriotes, malgré une conjoncture particulièrement difficile, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023, qui est une année d'espérance, qui consacrera le réveil, puis inéluctablement la victoire du peuple gabonais et l'amorce du redressement de notre cher pays, le Gabon. C'est lorsque les défis sont grands que l'homme doit se surpasser. Ayons foi en l'avenir. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, professeur. Nous allons laisser au professeur quelques secondes pour reprendre son souffle. Pendant ce temps, chers invités, mesdames et messieurs de la presse, vous allez apprêter votre questionnaire. Nous allons partir sur la base de 5 questions. 5 questions d'abord. Les invités aussi peuvent poser des questions au professeur. Celle ou celui qui voudra bien prendre la parole, lève simplement la main, monsieur. Alors, avant de poser votre question, vous présentez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je suis Yves Laurent Romain, je travaille pour RFI et TV5. Professeur, j'ai écouté votre propos liminaire. En vous écoutant, on se dit, est-ce que le professeur est en train de demander au PDG de garder le fauteuil parce que s'il le libère, vraiment c'est la tempête? Est-ce que vous, à travers tout ce que vous avez annoncé, vous ne voulez pas dire aux PDGistes
rester sur place, sinon les lendemains seront très dramatiques pour vous. Merci. Une autre question? Oui. Professeur, bonjour, c'est Ghislain de la Loué. Professeur, nous étions ici il y a quelques mois et que le peuple, ce que vous aviez dit la dernière fois, est resté un peu sur nos fins. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Et ce qui dit nouvelle année, nous allons entrer en plein fouet dans la campagne électorale qui a déjà son mot à dire, qui s'est faite déjà depuis le 12e congrès du PDG. Vous, en tant qu'analyste politique, quelle est votre vision actuelle par rapport à ce qui gangrène l'actualité, en ce qui gangrène les populations gabonaises qui souffrent actuellement de la politique? Vous, en tant qu'homme politique, est-ce que vous allez répondre aux exigences du peuple gabonais si on vous demanderait, parce que vous voudrez que le peuple gabonais s'approprie votre candidature, si l'éventail elle sera mise au gré, est-ce que vous êtes prêt à dire au peuple gabonais que le moment venu, et c'est ce moment-là que vous allez décider pour être candidat à l'élection présidentielle de 2023? Une troisième question. Levez simplement la main. Oui. Je suis Patrick Messi, directeur de publication du journal PDF. Alors j'ai écouté le professeur Ndossa avec beaucoup d'attention. Il dit clairement au Bongo, notamment Ali Bongo, de s'écarter, et ainsi qu'à Jean Pic, de ne pas se représenter. Et tout au long de l'exposé que j'ai écouté, le professeur semble apporter des solutions. Il se met déjà presque dans la pré-élection présidentielle, de ce qui devra être fait pour reconstruire le Gabon. Mais en même temps, j'ai écouté un professeur qui taille presque sur mesure un profil de celui qui doit porter l'espérance du peuple gabonais. Parce que vous avez dégagé les échecs qui ont contribué à ce que, même quand on a été certain que ce n'est pas le PDG qui a remporté l'élection dans les urnes, mais c'est malheureusement eux qui ont continué à gouverner. Professeur, je vous demande, est-ce que vous êtes objectivement convaincu que si on veut dégager les Mongos, il faudrait forcément que nous ayons d'abord quelqu'un d'archi-propre tel que vous le décrivez avec ce portrait-là? Parce que il a quand même été démontré ailleurs, en Angola, mais en Angola récemment, que même quand on a gouverné avec le président, dès que le président n'est plus là, le système peut changer. Et voilà, quelqu'un qui a été son proche collaborateur peut assainir les finances publiques. Plus que deux questions seulement. On est déjà à la troisième, il faut 2 pour que ça fasse 5. 33. Alors, oui, une dernière question, puisque la presse demande à ce qu'on aille sur la base de 3 questions. Professeur, une dernière question, monsieur. Merci, madame. Oh, c'est pas vraiment une question. Toutefois, citoyen de 72 ans, ayant observé le pays depuis que j'ai rentré, c'est-à-dire 40 ans, je continue à poser la question à chacun d'entre eux. Sur la base de convictions culturelles, car j'ai l'impression que c'est l'un de nos problèmes graves aujourd'hui. Je vais traduire après. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est peut-être un peu tard. Deuxième proverbe,
ça, l'éléphant finalement, ça ne peut pas pourrir en une nuit. Conclusion de tout cela, la question est la suivante. Sommes-nous bien raisonnables aujourd'hui d'aller coûte que coûte à ces élections? Est-ce que ce n'est pas le moment de s'arrêter un tout petit peu? Est-ce bien raisonnable que nous nous précipitions tous? Encore un coup, c'est un vieux Gabonais de 72 ans qui vous pose ces questions-là. Alors, moi, je vais demander au vieux Gabriel de 72 ans de se présenter, s'il vous plaît. C'est toujours un peu difficile de se présenter parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a une part de vanité. Pas du tout. Non. Moi, je suis Ngomo Sanson, dans une vie antérieure banquier. On a fini en catastrophe dans la Banque populaire. Je suis agriculteur, je suis retourné au cacao pour des raisons culturelles. Voilà, les anciens disaient, petit, quand tu vas en ville, et nous sommes venus en 61-62, retiens une chose, tu ne vas pas là-bas pour chercher des amis, tu vas faire l'école. Si tu réussis à faire cette école-là, tu auras un boulot chez les Blancs. Mais retiens la chose suivante. Je m'en suis souvenu un peu tard, mais je m'en suis souvenu. Le travail des Blancs a deux caractéristiques. Un, il finit jamais. Et deux, il peut se gaspiller un jour. Alors, le jour où il se gaspille, tu n'hésites pas, tu reprends la machette, tu reviens dans ta forme. Est-ce que la présentation suffit? Merci, madame. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur Sanson, s'il vous plaît? Merci. Professeur. Bien, je remercie les journalistes de l'assistance pour ces questions qui sont, à mon sens, très pertinentes et qui vont me permettre de clarifier un tout petit peu ma position si d'aventure je ne me suis pas bien fait comprendre, et je vais expliciter davantage ma position. D'abord, vis-à-vis d'Yves Laurent Ngoma, est-ce que je demande au PDG de rester en place? Je n'ai rien à voir avec le PDG. Je n'ai rien à demander au PDG. Je ne me détermine pas par rapport au PDG. Ça, c'est la politique du passé, où un leader se détermine par rapport à une structure, par rapport aux autres. Non. Je m'adresse aux Gabonais qui sont électeurs, qui souffrent. Je n'ai rien à voir avec le PDG, puisque le PDG ne se préoccupe pas des Gabonais qui souffrent. Dire au PDG de rester en place, si c'est ainsi que vous l'avez entendu, j'en suis fort désolé, c'est que je ne me suis pas bien expliqué. Il ne s'agit pas tout simplement de remplacer le pouvoir et de remplacer le PDG. Il s'agit précisément de redresser notre pays. Pour le redresser, il faut poser les jalons de ce redressement. J'essaye de donner des éléments d'appréciation à celui qui prendra le pouvoir demain, qu'il soit X, Y ou Z. Parce que remplacer le PDG, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est assurer le bien-être des Gabonais, permettre aux Gabonais de manger, permettre aux Gabonais de se loger, mieux se loger, permettre aux Gabonais de scolariser ses enfants, permettre aux Gabonais de se soigner, permettre aux Gabonais qui est né à l'intérieur du pays de partir de Libreville sans entrave et se retrouver chez lui en toute saison. Voilà les objectifs. Préserver notre environnement. Voilà les objectifs. Et pour le faire, on a besoin bien évidemment de poser les jalons, de montrer la voie, d'orienter les décisions. Sinon, c'est un fourre-tout et c'est là que se met en place une stratégie. Une stratégie, ce n'est pas des actions à l'emporte-pièce. On a vu ce qu'il en est advenu. Parce que le PDG, c'est plusieurs actions à la fois. On fait X, on fait Y. Il n'y a aucune cohérence. Et au bout du compte, c'est un cuisant échec. Donc, je ne m'adresse pas au PDG. Si cela a été compris, et je ne m'adresserai jamais au PDG. En revanche,
Il y a des Gabonais qui sont au PDG. Ces Gabonais-là doivent comprendre que le reste, non, le pays ne s'écroulera pas avec seulement des gens qui sont dits de l'opposition. Quand le Gabon va s'écrouler, tout le monde va partir. Il faudrait que tous, on ait un sursaut d'orgueil pour nous dire jamais notre pays ne doit s'écrouler. Alors, il y a la deuxième question qui m'a été posée et j'ai manqué de noter effectivement la personne qui me l'a posée. Et elle me demandait à juste titre si je suis engagé à faire la volonté du peuple, à satisfaire effectivement les intérêts du peuple. Je dis là, c'est un contrat social. Un contrat social. Nous n'en sommes pas là. Il ne faut pas brûler les étapes. L'étape actuelle, pour moi, c'est éclairé. Maintenant, si d'aventure, les Gabonais pensent que je peux faire cela, alors va se constituer ce qu'on appelle un contrat social entre moi et le peuple gabonais. Et c'est ce contrat social qui devra être respecté pour les 7 prochaines années selon les espérances constitutionnelles. Donc, il n'y a pas de problème, mais moi je n'en suis pas là encore, mais avec le peuple qui voudra de moi comme candidat ou comme président, c'est là que le contrat social se noue. Je ne suis encore, pour respecter Noël et la Bible, je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert, si vous permettez. Bien. La troisième question, c'est Patrick Messin, qui me demande effectivement que je me suis projeté après l'élection et qu'à partir de ce moment-là, est-ce que j'ai taillé un profil? Bien. Alors moi, j'ai toujours appris et j'ai toujours enseigné. Quand il y a un problème, il faut l'analyser d'abord. Dès qu'on l'a analysé, c'est-à-dire établir la relation entre l'antécédent et le conséquent, on propose alors des solutions. C'est ce que j'essaie de faire. Notre pays est par terre. Pour le redresser, on a besoin d'un individu au sommet de l'État. C'est lui qui donne l'orientation. La preuve, le Gabon va mal parce que personne au sommet de l'État ne donne l'orientation qu'il faut. Donc on a besoin d'une personne. Et cette personne, pour qu'elle accomplisse cela, a besoin de ne pas traiter les coquilles. Alors vous avez donné un terme qui n'est pas approprié parce que je ne l'ai pas utilisé et je sais exactement ce que je dis. Vous avez dit archi-propre. Je n'ai jamais dit ça. Je peux réciter mon texte, je dis un Gabonais normal, qui n'a qu'une particularité, ne pas avoir volé, ne pas avoir tué. Il y en a plein dans notre pays. Plein. On peut les trouver. Je n'ai pas dit archi-propre. Personne n'est pas. Mais il y a des principes de base qu'on veut construire. Et c'est pourquoi notre pays peut avancer. Pourquoi? Parce que dès lors que se met en avant quelqu'un qui traîne des casseroles, il se bloque lui-même. Parce qu'on va lui dire, mais à qui parles-tu? Tu vas prôner la vertu, alors que toi-même, tu as des milliards accumulés, volés sur le dos de l'État. Et tout est bloqué. Donc, il ne faut pas... je vais vous titiller pour vous dire qu'il faut éviter ce genre de commentaires. Parce que ça mène à la déviance. Notre pays est par terre. Pour le construire, on a besoin de rigueur, on a besoin de justesse. Et on a besoin de choisir les gens. Ils en existent dans ce pays. Alors si on va faire, oui, bon, après, bon, tout le monde est un peu sale, mais tout le monde n'est pas sale, je suis désolé. J'ai reçu une interview hier que j'ai donnée en France il y a quelques années. Je suis professeur, mais je n'ai jamais triché. Et je mets quiconque de mes collègues au défi pour dire qu'on nous a triché tel ou tel jour. Pourtant, je suis prof. Je suis gabonais. Et il en existe comme ça. Nous qui avons fait des études en 1960, le baccalauréat, j'ai passé le baccalauréat en 1974. Pour être admis, du coup, il fallait 12 de moyenne. Quel est notre résultat? Il ne faut pas encourager, c'est des propos qui déroutent. Il ne faut pas dérouter le peuple. La norme, c'est ce qui est bon. Ce qui est déviance, il faut le laisser de côté. Et pour être capable de juger autrui, il faut se regarder soi-même.
dans cette interview, et je vais répéter ce que j'ai dit, j'avais dit à l'époque que j'ai fait sourire les générations d'étudiants en Afrique pour leur avoir dit que, et je leur disais, ils se disaient, c'est une des choses que je leur disais, c'est que les Africains d'une manière générale, et je constate que les Gabonais aussi, particulièrement, lorsqu'il a une haie, il passe dessous. Mais quand il est de l'autre côté, il lève le niveau pour les autres en disant sautez. Non. On saute soi-même. Et on dit aux autres, sautez comme moi j'ai sauté. La vertu. Pour retourner les valeurs de notre pays, la vertu. On est dans un pays où vous êtes volant, on vous applaudit. Est-ce que c'est normal? Comment peut-on laisser quelqu'un qui a pillé les milliards publics parce qu'il va distribuer de l'argent dans les rues et on applaudit? Quelles sont ces nouvelles valeurs? Pour redresser un pays, il faut revenir aux normes. Et les valeurs sont transversales. Ne pas tuer, ne pas voler. Il faut qu'on change de paradigme. Donc je n'ai pas dit ultra propre. J'ai dit un Gabonais normal, il y en a qui n'ont jamais pillé l'État. Ils sont nombreux, plus nombreux que ceux qui ont pillé. Qui n'ont pas des mains sales, salies par les crimes rituels. Il en existe. De grâce, Patrick, il ne faut pas travestir mes propos. Maintenant, Samuel Ngom-Samson a posé un problème très délicat qui me permet effectivement de donner des éléments de réponse. Alors, est-ce que coûte que coûte, nous devons aller aux élections? C'est une question très pertinente et qui pèse. Je vais essayer à mon niveau de donner des éléments de réponse sur la base de l'analyse que j'ai faite. On m'a toujours appris, dans ce que j'ai fait dans ma vie, que lorsque vous avez un problème, il faut déjà déterminer l'objectif que vous devez atteindre. Ensuite, vous allez regarder les contraintes qui s'imposent à vous. Et là, vous allez à l'optimalité, c'est-à-dire atteindre l'objectif au regard des contraintes que vous avez. Quelles sont les contraintes des élections? En fait, ce que moi je recherche pour vous répondre, c'est la marge de manœuvre qui est la mienne si je suis candidat, et la marge de manœuvre qui est celle des autres candidats. D'abord, si d'aventure je suis candidat, quelle est ma marge de manœuvre? Les élections, c'est le gouvernement qui en décide. C'est le gouvernement qui l'organise sur la base d'une loi électorale que lui-même a façonnée et mise en place. Donc de ce côté, c'est une contrainte très très forte. Que je reste assis à la maison ou que j'y aille, que le gouvernement va faire ses élections et Ali Bongo repassera. Maintenant, qu'est-ce que moi que j'ai comme degré de liberté? C'est se dire quelle est la marge de manœuvre que je peux avoir pour ces élections. Je n'y vais pas pour que mais que je reste à la maison, que je les boycotte, ça s'est vu dans d'autres cieux. Bongo passera, même cette fois-ci avec 75% des votants. Donc, il ne faut pas qu'on aille là-bas. C'est une fausse piste qui entraînera effectivement, qui amènera Bongo à ad vitam aeternam au pouvoir, à mettre son enfant, son petit-enfant, l'arrière-petit-enfant, etc., etc. Au lieu de 50 ans, on aura 100 ans de pouvoir et Bongo continue. Quelle est la marge de manœuvre? Se dire bien, puisque c'est eux qui décident des élections, c'est un gouvernement sourd, un gouvernement de sorciers, qui ne veut rien entendre, qui n'a rien à faire du peuple gabonais. Eh bien, je ne peux rien qu'il fasse des élections. Mais je me dis alors, dans ces élections-là, j'en tire parti pour que lui, il ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire. Le PDG n'a jamais gagné aucune élection. Où est le problème? Situe le problème là où il est, et non là où il n'est pas. Où est le problème? Le problème, c'est que le PDG battu, on déclare à la fin que c'est lui qui a gagné.
comment faire en sorte que ce ne soit pas possible. Et là, je m'arrête là pour dire, c'est l'affaire de chaque candidat. Dès lors que vous êtes candidat et que vous n'avez pas trouvé de solution à ce problème-là, c'est que vous n'êtes pas un bon candidat. Moi, si je suis candidat à la prochaine élection, si je me déclare candidat, c'est que j'aurai trouvé le problème, la solution à ce problème que j'ai identifié, que j'ai analysé. Donc, ce n'est pas à moi de décliner la solution aux autres. Moi, si je suis candidat, j'ai une solution à ce problème-là. Et quel que soit, si je suis candidat, quelle que soit la manière dont Bongo va et le PDG vont effectivement se déployer, à mon sens, véritablement, je gagnerai ces élections et non seulement je serai au pouvoir parce que je connais la clé. Voilà la réponse effectivement que je peux apporter. Il ne faut pas que nous donnions des éléments à autrui pour nous détruire. Ce que moi je peux dire aux gens, allez vous inscrire, c'est tout. Les pièces d'identité sont périmées. Non, allez-y avec les pièces d'identité périmées. Qui s'occupe de l'identité? Le gouvernement et l'administration qui lui est attachée. Qui renouvelle les pièces d'identité? Le gouvernement et l'administration qui lui est attachée. Et nous, on est des électeurs. Alors, on s'inscrit. C'est à eux de trouver la solution. Moi, je ne veux pas perdre des ménages à trouver une solution qui ne m'incombe pas. Ma solution, c'est de voter contre le PDG et faire en sorte que le PDG soit désactivé parce qu'il détruit notre pays en termes réels. Voilà modestement les éléments de réponse que je peux vous apporter et j'attends vos autres questions. Mesdames et messieurs, attendez. Monsieur Yves, oui. Attendez. Professeur, en fait, je crois que vous n'avez pas bien compris ma question. Je sais que si vous voulez parler au PDG, vous avez les contacts des uns et des autres, mais lorsque je dis que vous vous adressez certainement au PDG, vous leur demandez de rester sur place, même comme eux-mêmes ils le proclament, parce que si jamais ils perdaient le fauteuil, le plan que vous avez indiqué dans votre discours est catastrophique, serait une tempête pour eux. Beaucoup vont se retrouver en prison, beaucoup vont se retrouver avec les biens qu'ils ont accumulés, retrocédés à l'État, sinon expropriés. Alors, qui peut rêver d'un tel futur après avoir travaillé 50 ans au pouvoir? Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que la violence de votre discours n'est pas une incitation au PDG de rester sur place? C'est ça que je voulais demander. Bien. Et autre chose, mais professeur, est-ce que c'est pas trop osé que de demander à Jean-Ping et Ali Bongo de se retirer du jeu? C'est un peu comme la question qui s'est posée en Côte d'Ivoire, mais qui n'a jamais eu de solution. Est-ce que vous voulez seulement vous amuser ou vous êtes sérieux? Je n'ai pas l'habitude de m'amuser, je suis très très sérieux quand je le dis. J'ai le droit, en ma qualité de citoyen gabonais, de faire des propositions qui me semblent justes pour mon pays. Et ces propositions-là, elles s'adressent au peuple gabonais. Vous pensez que s'il y avait un vote libre, les deux préconiques, vous leur donnerez quel pourcentage? Nous sommes dans un pays, faisons des sondages. Si le vote était libre, quel pourcentage vous leur donnerez? Donc, moi je suis très très sérieux parce que je suis collé à la population. Je sens la misère de la population. Je vis la misère de la population. À partir de ce moment-là, je sais que la population n'a pas besoin de ces identités-là. La population a besoin de quelqu'un qui mette en place une politique pour lui donner à manger, pour qu'il scolarise mieux ses enfants, pour qu'il vive mieux, pour qu'il soit soigné. La population aujourd'hui des retraités a besoin de quelqu'un qui trouve les solutions à ce problème-là.
Voilà la préoccupation des populations. Et je me colle aux préoccupations des populations et non au bien-être ou à l'aisance de certains leaders politiques. Je n'ai rien à faire de l'aisance des leaders politiques. Et je n'ai pas besoin de mettre les gants. Je peux heurter qui je veux. Au nom de la population gabonaise. Parce qu'il faut regarder les intérêts du peuple gabonais. Vous êtes journaliste, monsieur Laurent Roman. Regardez ce qui se passe à l'hôpital général. Moi, je suis du Nord, je suis incapable d'aller chez moi en une journée. C'est inacceptable. Vous croyez que je vais plus me préoccuper de savoir si Ali Bongo Iping doit se présenter que de montrer là où il y a le problème. Ce qui soulagerait les populations aujourd'hui. J'ai un parent qui est mort décédé hier, faute de traitement. Ça ne dit rien à personne, quoi. Ce qui préoccupe, c'est que Jean-Pierre Bongo. Alors, donc, véritablement, je vous dis, je suis très très sérieux dans ce que je dis. Maintenant, les conditions que j'ai posées, je m'excuse, peut-être que ma lecture n'était pas très très bonne. J'ai bien dégagé 3 types de problèmes que nous avons. J'ai dit que je me pose à la prison. Ce genre de conflit pour ceux qui ont détourné l'argent, c'est contre-productif. Il faut rentabiliser, mais c'est une négociation au cas par cas. C'est une porte ouverte. Quelqu'un qui veut construire le Gabon, eh bien, qui a pris de l'argent, on négocie, c'est une négociation au cas par cas. Il ne s'agit pas de jeter les pédigistes à la poubelle. Non, on n'ira pas chercher les Camerounais, des Congolais à la place des Gabonais. Non. Il s'agit de transformer ces Gabonais-là à condition qu'eux-mêmes soient transformables. Voilà pourquoi on leur demande un effort. Et le pouvoir répondra avec d'autant plus de mansuétude au regard de l'effort qu'ils auront consenti pour le bien de la nation. Donc, c'est pas restrictif, non. Et puis, quand vous regardez la souffrance et la misère des populations, eh bien, vous vous dites, je ne pense pas que ce soit excessif. Mais nous avons été dans un pays, je ne peux pas dire que c'est ça la liberté, parce que la liberté va de pair avec la notion de responsabilité. Mais on a été dans un pays de désordre. Où est-ce que le désordre nous a amenés? Essayons un temps soit peu de revenir aux normes, de venir aux bonnes normes et de hiérarchiser les choses. Les gens, il y a des pédigistes qui sont très compétents. Pourquoi les jeter à la poubelle parce qu'ils sont pédigistes? Non. Le problème, c'est le problème du sommet. C'est là qu'il faut changer. Dès que le sommet est changé et que vous orientez les choses dans le bon sens, l'homme a une capacité d'adaptation extraordinaire, il saura s'adapter. Surtout si le sommet lui-même donne l'exemple. Je redonnerai l'exemple quand j'étais ministre de l'Éducation nationale. Le baccalauréat Ondosa Tonti. C'est un baccalauréat où, véritablement, les épreuves, on les trouvait au marché Mongoï du brevet et du baccalauréat. Je suis arrivé, je n'ai changé personne. Je les ai appelés, j'ai dit, je ne sais pas comment vous faites et ce que vous faites. Mais ce que j'attends, c'est un bac propre. Je ne recevrai des listes de qui que ce soit, même pas du président de la République. Je vous le dis, et je l'ai dit à la télé. Moi-même, je ne vous donne aucune liste. Je veux un bac propre. Mais si d'aventure, j'entends des rumeurs, citation directe, vous êtes différent. Et le bac propre a eu lieu. Nous coulons sous la misère parce que le sommet est impropre, est incommode. Parce que le sommet ne fait pas ce qu'il doit faire. À partir du moment où vous avez un sommet pourri, eh bien, tout est pourri. Donc, je ne dis pas les pédagogistes à la poubelle, je dis qu'il faut changer le sommet. Et dès qu'on change, on établit des règles pour que tout le monde vive bien, pour que les Gabonais vivent mieux dans une société juste et équitable. Voilà précisément, pour préciser les choses, voilà ce que je pense de cette question qui est effectivement importante. Il faut prôner la vertu. Oui, c'est impossible, nous on est habitués, non?
On n'est pas habitué, on n'a pas à s'habituer au désordre. Le Gabon n'a pas toujours été comme ça. Les examens à l'emporte-pièce. Demandez à M. Ngom Samson qui a parlé. Il les a connus durant sa souveraineté, pourtant c'était le Gabon. Hein. Pourtant c'était le Gabon. Demandez-lui, il est là. 72 ans. Alors ça veut dire que tout peut revenir dans l'ordre. Mais pour revenir dans l'ordre, il faut que le sommet marque l'orientation et l'impulsion. Et que le sommet lui-même ne traîne pas de coquille. Le flou, il faut l'éviter. Quand il y a le flou, rien n'est clair, aucune règle ne peut prévaloir. Je vous remercie. Alors, on va partir sur 3 autres questions encore. Alors, évitez de vous poser les mêmes questions. Hein. Les problèmes qui ont déjà été, qui ont trouvé leur solution venant du professeur Albert Ndossa. Évitez de revenir dessus, s'il vous plaît. Évitons de vous fatiguer. Donc, essayez de poser des questions. Soyez aussi bref. Hein. Bonjour professeur, bonjour à l'assistance. Je me présente Steve Mapaga, président de l'association des étudiants handicapés du Gabon. Alors, je prends la parole aujourd'hui, c'est pour évoquer un peu de cette catégorie d'individus qui, par ma foi, et malheureusement, est beaucoup laissée par les hommes politiques et beaucoup instrumentalisée lors des échéances électorales ou municipales ou législatives. Alors, l'éducation des personnes vivant en handicap ou la scolarisation des personnes vivant en handicap subit une crise qui ne dit pas son nom. D'abord, remercier l'État, le gouvernement gabonais, qui met à disposition des lois qui régissent l'insertion sociale, professionnelle des personnes vivant en handicap au Gabon. Mais malheureusement, lorsqu'on va sur le terrain, ces dispositions juridiques ne sont pas appliquées. Sinon, ne sont même pas connues à la fois des responsables des établissements d'accueil, mais également aussi par nous-mêmes, les personnes vivant en handicap. J'essaierai de corroborer les propos de mon père, monsieur Samson, qui disait que lorsque son père l'a envoyé en ville, il lui avait recommandé d'aller faire l'école. Et nous savons que l'école, pour beaucoup, sinon l'école est la seule voie de réussite de l'individu. De par notre handicap, de par leur handicap, les personnes handicapées sont marginalisées dans tous les secteurs. Elles n'ont pas de couverture maladie, malgré l'existence de la CLAMGS. Elles éprouvent des difficultés à se déplacer dans la cité, malgré l'existence du Transurb ou de la Socatra. Elles éprouvent du mal à avoir accès à leurs amphithéâtres par absence de rampe d'accès. Elles éprouvent des difficultés à suivre une éducation saine par suppression de bourses. En fait, les problèmes sont énormes. Donc, pour essayer de raccourcir les choses, j'aimerais, si demain, après-demain, monsieur le professeur Albert Ndossa, vous-même vous l'avez dit, vous avez été ministre de l'enseignement, de l'éducation nationale. Comment, si demain, après-demain, vous décidez d'être candidat et puis à la fin vous êtes élu président de la République gabonaise, quelles sont les politiques que vous mettrez en place pour améliorer les conditions académiques de ces personnes vivant avec handicap, sachant qu'elles ont envie également de contribuer au développement de leur pays. Dans notre association, on a fait des campagnes d'identification, au cours de laquelle on a relevé le 3/4 des étudiants handicapés n'ont plus accès, à cause de leur âge, et pour des difficultés de s'insérer professionnellement, d'avoir un emploi. Et même encore d'autres, par le fait de difficultés, abandonnent leurs études et plongent dans le chômage. Les femmes handicapées, par contre, elles, c'est le désastre. Elles sont soumises à la violence sexuelle, aux violences dans les quartiers. Alors, quelles sont les politiques en matière de politique sociale? Parce que vous avez parlé des retraités également dans votre discours.
quelles sont les politiques que vous mettriez en place à l'endroit des personnes vulnérables? Là, c'est le 1, si vous me le permettez. Et dans votre discours, dans vos propos, il y a des conseils que vous proposez ici, il faut dire, au niveau surtout des actes tels que les détournements ou les crimes rituels. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est une suggestion que je pourrais faire. Je pense que ces genres de problématiques ont déjà des solutions. Avant de la vie, comme disait M. Samson, et même vous l'avez cité, c'est de revenir à notre propre culture. Vous êtes franc, moi je suis pour nous, mais je pense que dans nos us et coutumes, il y a des rites initiatiques, le djembe, le riz, le gouti, qui, lorsque on s'initie à ces rites initiatiques, cela permettait aux initiés d'avoir de bons comportements dans la société. Pour les hommes qui s'initiaient, on leur montrait comment il faudrait tenir, comment il faudrait qu'un homme puisse vivre en société. La femme, par contre, on lui montrait comment il fallait vivre, tenir le ménage, son ménage. Alors, la suggestion que je viendrais à faire, c'est pour éviter effectivement, encore pour réduire le taux de détournement ou de choses de rituel, je penserais et je suggérerais que les hommes politiques puissent initier à ces rites initiatiques. De sorte que celui qui enfreindra les lois de ces rites-là sera automatiquement aussi frappé aussi par ces rites. Merci bien. C'est une ultime reconversion, M. Steve. Alors, d'autres questions, messieurs, mesdames de la presse, oui, les journalistes. Bonjour professeur, je suis Franck Charlie Wamboukou de Gabon Info. Professeur, vous dites dans votre propos qu'il faut garantir les intérêts des partenaires sans compromettre le bien-être des Gabonais. Alors, de quels partenaires parlez-vous? Quand on sait qu'en Afrique, certains partenaires extérieurs sont boudés. Pour ça, je suis Désiré Cliton de la rédaction de Gabon Review. La question qu'il pose m'interpelle également parce que je voudrais vous demander quels sont ces partenaires sur lesquels vous incitez, parce que vous dites, et surtout les partenaires internationaux, ce qui veut dire qu'il faut mettre l'accent sur cette catégorie de partenaires. Alors, ça veut dire que vous irez chercher d'autres personnes pour nouer des partenariats pour justement diriger aussi le Gabon. C'est ça la question c'est le complément que je voudrais ajouter à la question. Une dernière question, monsieur. Oui, merci Président. Je suis Marcelin Alidou de la télévision régionale. Président, si à jamais vous vous présentez à cette élection et vous sortez vainqueur, comment allez-vous gérer les membres du gouvernement? Surtout, je disais tantôt, comment allez-vous gérer les membres du gouvernement pour qu'on n'y trouve plus des bandits, des voyous, des détourneurs, comme vous-même l'aviez dit tout à l'heure? Merci. Professeur. Bien. Alors, le commentaire de M. Makanga. Mapanga. Ah, Mapaga, oui, le commentaire de M. Mapaga. Je voudrais lui dire que je prends note des observations qu'il a faites, mais pour le moment, si je suis candidat, il y a un programme qui sera élaboré. Et dans ce programme, il y a une partie sociale dans laquelle, effectivement, les handicapés seront pris en compte. Et ce n'est pas une nouveauté. Les personnes vulnérables, les veuves, les orphelins, les handicapés, ces personnes-là, dans le temps, étaient prises en charge par le gouvernement. Que c'est difficile. Il faut effectivement revenir à cela, avoir une politique sociale qui s'appuie sur ça. Vous déplorez le fait que l'accès aux amphis est impossible. Mais oui, mais c'est des anciennes constructions.
les conceptions nouvelles des immeubles aujourd'hui. C'est que les immeubles doivent avoir des rampes pour permettre aux handicapés d'y accéder. Deuxièmement, pour les conditions de sécurité, il faut que le corps des sapeurs-pompiers soit partie prenante dans la construction, effectivement, des immeubles. Donc, c'est parce que tout est fait à l'emporte-pièce que personne ne trouve son compte. Mais si les choses sont faites à la régulière, selon la réglementation en vigueur, nul doute que vous serez nécessairement pris en compte. Et puis, il s'agit d'une politique sociale. Oui, bon, cette politique sociale-là, si je suis candidat et élu, eh ben, elle sera mise en place. Et il faut se préoccuper des Gabonais et des Gabonais faibles, au rang desquels les handicapés. Et je dis que notre pays a suffisamment de ressources pour que ceux-là trouvent effectivement un moyen de se déployer, un moyen de mieux se scolariser. C'est ce que font les autres pays aujourd'hui, même africains, où les handicapés, ils ont un créneau que leur handicap ne constitue pas un frein à leur scolarisation. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, Franck Charlemagne, qui me dit des partenaires. Quels partenaires? Des partenaires. Toute l'Afrique crie contre la France. Oui. Moi, je ne veux pas être le président de l'Afrique. Si je suis candidat, ce n'est pas pour être le président de l'Afrique. Si je suis candidat, c'est pour être le président du Gabon et être collé aux intérêts du Gabon. Donc, être collé aux intérêts du Gabon, oui, mais pour que ces intérêts soient réalisés, il faut comprendre que là, on est dans une fonction jointe qui nous permet de satisfaire les exigences de la communauté internationale sans compromettre le bien-être des Gabonais. C'est ça. Et moi, chaque fois que je me suis exprimé, j'ai essayé d'être très très clair à ce sujet. Lorsque on regarde la répartition qui est faite du fruit de l'exploitation de nos ressources, que faisons-nous de la part qui nous revient? Qui en profite? Qui en profite? Moi, en faisant le calcul économique, je me dis, il est possible de satisfaire les affaires, les intérêts de la France, pour ne pas la citer, sans compromettre nos intérêts. D'autant que je ne sois pas sûr que c'est la France qui nous défend de faire la route jusqu'à Tours. C'est certainement la France qui nous défend de faire une autoroute. C'est la France qui nous défend de faire la route de Makougou. Alors, de quoi nous préoccupons-nous? Il faut aller à l'essentiel et commencer par les biens physiologiques. Loger le Gabonais. Si les investissements français peuvent me permettre de loger les Gabonais, pourquoi voulez-vous que je sache la France au motif que d'autres pays africains la chassent? Je vais dans ce qui profite à mon peuple. Le peuple souffre, il a faim. C'est tout. Alors vous me dites quels partenaires? Mais citons les partenaires. Dans nos relations commerciales, le premier partenaire, c'est la France. Voilà. Ensuite, il y a les États-Unis. Ensuite, il y a la Chine. Ensuite, il y a le pays de l'Europe. Voilà nos principaux partenaires. Et quand je dis qu'il faut tenir compte des intérêts croisés, oui, si je veux descendre dans les détails, eh bien, le pain que nous mangeons, on le produit où? On le produit certainement à Bakumba. Le riz que nous mangeons, il est cultivé certainement à Mivoul. Quand nous allons chez le pâtissier, les habits que nous portons, le coton, il est produit où? À Makougou. Nous avons besoin d'échanger avec l'extérieur.
Et comme on n'a pas de capitaux, on a besoin des capitaux extérieurs. C'est à nous d'avoir la sagesse d'utiliser les ressources des ristournes qui sont données à notre État pour satisfaire le bien des Gabonais. Si nos dirigeants pillent nos ressources, à qui voulez-vous en prendre? Alors, c'est là l'équation. Moi, je suis un homme clair et je dis qu'il ne faut pas attaquer les problèmes à l'emporte-pièce. La France nous pille, oui. Ce que je prends, c'est un nouveau partenariat gagnant-gagnant. Une combinaison des facteurs. Eux, ils amènent les capitaux, nous, on a les ressources. S'ils enlèvent nos capitaux, quel Gabonais est capable d'exploiter le pétrole? Oui, on peut aller chercher les Russes, c'est possible. Et alors, prenons des exemples de pays qui se sont développés. Prenons l'exemple des pays africains. Nous avons l'histoire des pays qui se sont positionnés. Et ces pays sont où aujourd'hui? Regardons l'histoire. On ne peut pas inventer là-haut, mais essayons de corriger ce qui peut être corrigé en ayant à cœur le souci des Gabonais. Donnons-leur à manger. Scolarisons ces enfants. Soignons nos Gabonais. Si Pharma Gabon est en faillite, c'est les Français. Si les budgets ne sont pas exécutés, c'est les Français. Alors, il faut quand même que nous relativions les choses. Gérer un pays, ce n'est pas chose facile. Il y a tellement de contraintes qu'il faut prendre à cœur ce qui est essentiel. Et je crois que là, quand je parle des partenaires, là je les ai cités, les partenaires internationaux, il faut en tenir compte. Ils ont investi au Gabon. Et là, j'ajoute que nous touchons au problème essentiel, la question que j'ai posée. Comment se fait-il qu'on gagne les élections et qu'on ne puisse pas accéder au pouvoir? L'accès au pouvoir est une fonction objective nouvelle qui impose de prendre en compte des intérêts de ceux qui nous apportent leur capitaux. Que vous le vouliez ou non, voilà la réalité. Et il ne s'agit pas de dire non, il est là. La situation est là. Vous avez une population en Boule, qu'est-ce que vous faites? Je sais également que le pouvoir actuel, dont la gestion est de plus en plus décriée à l'international, fait tout pour faire passer de telles idées alors que lui-même n'a rien fait pendant 50 ans. Voilà ou non? Donc, je dis, il faut se préoccuper des intérêts croisés. Il faut savoir que des gens, effectivement, des contrats ont été signés. Ces contrats-là, vous n'allez pas venir du jour au lendemain les dénoncer. L'exploitation de certaines ressources, c'est pour 90 ans. Vous arrivez, vous dénoncez, c'est possible. Vous ferez combien de jours au pouvoir? C'est que vous voulez que le PDG revienne vite, vite. Parce qu'eux, ils ont de l'argent. Ils viennent vous faire un coup d'État et ce coup d'État sera soutenu internationalement. Alors, il faudrait quand même que les Gabonais prennent conscience, ne pas aller dans les fausses voies et se poser des questions simples. La question simple, de quoi les Gabonais ont besoin aujourd'hui? Et en classe, excusez-moi, en classe, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne peut pas être président sans l'aval des autres. Mais vous avez des oreilles pour comprendre. La dernière fois, j'étais invité dans le groupe des opposants par Mme Isambou. J'ai répondu présent à cet appel. Et j'ai dit, lorsque j'ai pris la parole à la fin, que j'étais en opposition, j'étais en désaccord avec les thèses des uns et des autres sur deux points. Le premier point, c'est que tout ce que l'opposition fait, c'est pour gagner les élections. Moi, je ne veux pas gagner les élections. Je veux prendre le pouvoir. Pas pour moi, aider les Gabonais.
Or, on peut gagner les élections sans être au pouvoir. Comme on peut être au pouvoir sans gagner les élections, la preuve, celui qui nous gouverne, il a gagné qu'à les élections d'entente. Alors pourquoi vous refusez de regarder la réalité en face? Vous voyez là comme moi je la vois, c'est ça la réalité. C'est pas moi qui l'a dit, mais ce sont les faits. Traitons les faits et ajustons-nous par rapport aux faits. Vous croyez que quelqu'un a investi des milliards pour l'exploitation pétrolière? C'est pratiquement pour certaines choses à 250 millions l'heure. 250 millions la journée. Quelqu'un a investi tout ça. Et vous croyez que pour vous, vos yeux, vous allez venir le lendemain matin dire que ce n'est plus cela. Essayez. Vous ne ferez pas 48 heures. Voilà la réalité. Donc il faut que nous disions la vérité à nos populations et que nous nous situions de l'intérêt de nos populations. Or souvent, on cède le pas à l'idéologie. Oui, l'idéologie c'est bien, mais ça nous lie. Je suis pour la réelle politique. Et je dis que même si la communauté internationale prend ce qu'elle prend, il y en a suffisamment. On est moins d'1 million de Gabonais. Il y en a suffisamment pour que nous ayons des écoles, pour que nous ayons des hôpitaux. La dernière chose, dites-moi, la France n'est pas en Guinée équatoriale. Allez-y en Guinée équatoriale et vous comprendrez la pertinence de notre pays. Je vous remercie. Alors, la dernière question, c'est celle de Marx. Alors, si jamais je viens au pouvoir, qu'est-ce que je ferai des membres du gouvernement pour qu'ils soient vertueux? L'exemple vient du haut. Je vous ai cité l'exemple quand moi-même j'étais ministre. C'est tout. 1. Être soi-même correct. 2. Prêcher par exemple. 3. Sanctionner quelqu'un qui a fait des bêtises. Claire, vous ne pouvez sanctionner que si vous-même vous êtes sans reproche. Voilà la réponse. Appliquez-le et vous verrez que ça marche. Merci. Voilà. Oui. Nous allons d'abord prendre monsieur journaliste au fond, monsieur Serge Kévin, représentant du média Salut Info, Info du mois. Oui, professeur, bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais rebondir par rapport à ce qu'il a dit. En ce qui concerne déjà le président du RPG, puisque j'avais assisté à la rentrée politique du RPG il y a quelques jours, il disait qu'il fallait passer par une transition politique et puis mettre en place une seconde république au Gabon. Justement, j'aimerais savoir votre avis par rapport à cela. Est-ce que vous rejoignez justement cette proposition-là ou bien, dans tous les cas, est-ce que vous êtes en négociation justement pour que certaines choses soient mises en place par rapport à cette élection 2023 qui arrive? Voilà mes deux principales questions. Alors, c'est une question très pertinente. Je crois que dans cette salle même, j'ai eu à évoquer la transition et les conditions dans lesquelles la transition peut se faire de manière correcte. Je l'ai évoqué. Alors, j'aimerais dire que la transition ne dépend pas de nous, elle dépend du pouvoir. Seul le pouvoir a l'attitude pour décider de la transition. Et, deuxièmement, le pouvoir en fera, lui donnera la forme qu'il voudra. Il a tous les moyens pour ça. Moyens administratifs, moyens financiers, moyens politiques. Le pouvoir a toute l'attitude. Alors à partir de ce moment-là, ça ne peut être qu'une hypothèse qui doit être travaillée par tous les partisans du changement. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà travaillé cette hypothèse et dans ce cas-là, je vous ai dit, dans ce cas-là, il faut une charte de la transition. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays.
Mais maintenant, je sais, je suis conscient que ça ne dépend pas de moi. Et de ce point de vue, je dois être prêt à toute éventualité. Si le pouvoir va dans le sens de la transition, eh bien, je pose mes conditions pour y adhérer. C'est tout. Il la feront sans moi si c'est en dehors des conditions que je pose. Maintenant, si le pouvoir dit qu'il ne fait pas de transition, eh bien, on se positionne pour l'élection présidentielle. Et je souhaite soutenir le candidat de mon choix, au cas où moi-même je ne suis pas candidat. Donc, je me prépare à toute éventualité parce que je n'ai pas toutes les billes. Alors, et évitons à un certain moment de nous mentir à nous-mêmes. Évitons aussi d'aller dans les choses pour lesquelles nous n'avons pas de compétences. Avons-nous réussi depuis 1990 à infléchir le pouvoir? Deuxièmement, ce qu'on doit savoir, c'est qu'effectivement, lorsque ça n'a pas marché, posons la question pourquoi ça n'a pas marché. Il ne faut pas aller dans du bis repetita. Transition, oui, je me dis, si le pouvoir accepte de négocier les conditions de la transition avec l'opposition, je dis oui, je ne serai pas en marche. Mais je ne me mettrai pas dans une transition les pieds et poings liés pour que Ali Bongo ou son fils ou son arrière-petit-fils prennent le pouvoir un an après. Je n'ai pas besoin de strapontin. Ma position est claire de ce point de vue. Mais je dois me préparer à toute éventualité. Donc ma position, elle est claire de ce point de vue à propos effectivement de la transition. J'ajoute que ma position est également claire vis-à-vis de la candidature unique. Alors, là aussi, je suis contre la candidature unique telle qu'elle a été faite. Pourquoi? Parce que l'expérience nous montre que ceux qui ont accumulé des sous, qu'ils n'ont pas travaillé, ils finissent par faire, parce que c'est des pratiques pédigistes, acheter des gens à minuit et on va se retrouver là pour dire c'est tel candidat qui passe. Mais non, ce n'est pas une politique de sommeil. Ce que j'ai dit là, c'est programme contre programme, projet contre projet. Qui sanctionne? C'est le peuple. Et le peuple a ses moyens d'expression. Quelqu'un fait un meeting, deux tombent du trop pelé, l'autre fait un meeting, il affiche complet. Le peuple a ses moyens d'expression. Ce qui veut dire que précisément, lorsqu'on va projet contre projet et qu'on analyse les projets, il n'est pas exclu que deux personnes se mettent ensemble pour mettre en commun leurs idées. Ces ententes sont tout à fait possibles. Mais je suis contre la candidature unique, qui est une entente due et qui est une manière de laisser le PDG continuer au pouvoir. Donc, il faut se préparer à toutes les éventualités, sachant qu'il faut savoir tirer parti de ce qui nous est donné. Nous ne sommes pas maîtres du jeu. Et le pouvoir, je le guette, où il ira, j'irai, mais pour que le pouvoir perde. Voilà ce que je dis. Alors, nous allons repartir sur la série de 3 questions, parce que je vois que là. Ok, 3 dernières questions, la presse, le monde. Alors, oui, allez-y. Justement, le professeur vient de me donner le temps de la perche par rapport à la question de la candidature unique ou consensuelle. Vous avez dit ici, parmi les stratégies, c'est le petit 1, la première des conditions, éviter de suivre les pistes qui ont déjà été, qui ont été inopérantes. Donc parmi celles-ci, la candidature unique en question. Mais vous laissez quand même une ouverture puisque vous dites, si vous n'êtes pas candidat, la carrière que vous avez déjà, vous la mettrez au profit du candidat derrière lequel majoritairement les Gabonais s'aligneront. Donc, vous avez presque déjà répondu, je voulais savoir
si vous y croyez pas finalement, parce que là, il y a comme une petite confusion. Deuxièmement, vous avez dit vous-même, vous avez dit tout à l'heure, qui m'a interpellé, à savoir que si vous êtes candidat, vous n'avez pas dit ça avec les mots, hein, vous irez jusqu'au bout, vous connaissez la clé. C'était une affirmation qui m'a replongé dans le passé, avec André Baobab, avec Jean-Pierre, j'irai jusqu'au bout. Laquelle clé détient le professeur Albert Ondossa aujourd'hui pour vous dire suffisamment et rassurer les Gabonais que j'irai jusqu'au bout cette fois, ce ne sera plus pareil. Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet de la question, vous l'avez reconnu tout à l'heure aussi, à savoir que c'est facile d'avoir un projet, gouverner, accéder au pouvoir dépend de tellement de paramètres. On sait tous qu'une élection présidentielle se joue à 50% sur le plan national et à 50% à l'international. Vous sentez-vous aujourd'hui, vous, investi d'assez de ces réseaux France-africains, d'assez de moyens, parce qu'une élection, c'est quand même beaucoup d'argent, professeur. Est-ce que vous êtes suffisamment outillé aujourd'hui pour espérer aligner derrière vous ceux qui veulent mettre un terme au règne de la famille Bongo? Ce d'autant plus que vous êtes parmi les écueils qui ont toujours fait que certains ne parviennent pas. En 1993, on a dit, le père Paul Mabe souhaitait de la communauté franc, la France n'est pas prête de voir un autre front sur le plan géostratégique, étant donné que la Guinée équatoriale et le Cameroun sont à côté, et notre front a accédé au pouvoir au Gabon. C'est la même chose qui a certainement joué contre Baobab. On a dit que Ping avait des ramifications chinoises, la France ne pouvait pas l'accepter. Vous êtes de la même communauté que les deux précités qui ont été probablement vainqueurs de l'élection présidentielle en 1993 et en 2009. Est-ce que cet aspect des choses a changé? Je suis Franck Mamadou. J'ai une question sur la loi des finances 2023. On constate que la dette augmente, a augmenté de 7 000 milliards, alors que le budget, lui, augmente tous les jours. Quel est le commentaire que vous faites? Professeur, je suis Franck Mamadou, le Gabon Info. J'ai une question sur la loi des finances. On constate que le budget augmente chaque année et que la dette, elle, a pris des proportions importantes. Nous sommes à 7 000 milliards, si je ne me trompe. Quel est le commentaire que vous faites de cette situation? Une dernière question. Une dernière question, mesdames et messieurs de la presse. Alors, moi j'ai une préoccupation, professeur. Pouvez-nous nous parler de la taxe financière qui va prendre... foncière, merci. La taxe foncière qui sera effective à partir du 1er janvier. À quoi doivent s'attendre les Gabonais? Professeur. Bien. Alors, je répondrai au premier intervenant dont j'ai oublié le nom, s'il vous plaît. Messi. Hein? Messi. Messi, hein. Alors, donc, et ces questions sont très pertinentes. Je vais tenter d'y répondre parce que ça correspond aux questions que se posent de nombreux Gabonais. Alors, pour apporter des éléments de réponse, revenons sur mon propos. Je n'ai jamais dit que j'irai jusqu'au bout. Et ce que j'ai dit n'a rien à voir avec ceux qui ont dit qu'ils iront jusqu'au bout. Je n'ai jamais dit ça. Ensuite, s'investir. Pour être investi candidat, pour faire une campagne, il faut de l'argent. Je vais répéter ce que je dis ici et ailleurs. Je ne connais pas un seul chef d'État au monde, à moins que le Gabon ne soit une particularité, qui se soit présenté pour la première fois à une élection et qui ait été élu sur la base de ses propres sous. Je n'en connais pas un seul. En revanche,
ce qui se fait, le modèle, c'est le modèle dominant. Vous présentez un projet, aussi bien sur le plan interne qu'externe. Ceux qui souscrivent à ce projet, les grandes entreprises qui veulent exploiter les ressources de votre pays et sont séduits par les conditions d'attraction que vous présentez, ils financent votre campagne. C'est ce qui se fait. Donc généralement, si Oundo est candidat et qu'il n'a pas d'argent, c'est que mon projet n'est pas bon et que je l'ai mal vendu. Mais si j'ai un bon projet et qu'il est bien vendu, Oundo aura tous les sous nécessaires pour faire la campagne et se faire élire. Si le Sénégal ne tient qu'à ça. Alors, j'ajoute que ça c'est sur le plan externe. Sur le plan interne également, j'en ai parlé tout à l'heure, je lance une campagne de souscription au Gabon. Et aux Gabonais de se sentir intéressés. Et nul doute que cette campagne de souscription va donner des ressources qui nous permettront et d'organiser le cas échéant et l'après-campagne et la campagne, soit de moi-même, porté candidat, soit de celui derrière qui je me mettrai. Maintenant, le problème de la communauté femme. Alors ça me gêne un tout petit peu. Parce que j'ai été formé pour aborder les problèmes de manière objective et non de manière subjective. Et quand on les aborde de manière subjective, on s'approche à des arguties, des faits construits par des hommes, n'est-ce pas, pour un genre de doxa, juste pour faire passer leur point de vue. Alors voilà que les géopolitologues de la sous-région nous disent « Oh, il ne peut pas y avoir un fonds au Cameroun, un fonds en Guinée équatoriale ». Ce n'est pas objectif, c'est très subjectif. Objectivement, les bailleurs de fonds internationaux ne s'intéressent pas aux questions de tribu. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Est-ce qu'ils peuvent, lorsqu'ils investissent, rapatrier leurs capitaux? Est-ce qu'ils peuvent, lorsqu'ils viennent investir dans votre pays, avoir des conditions normales? Est-ce que la monnaie qui est la vôtre leur permet effectivement de pouvoir échanger sur le plan international? Quelles sont les conditions de votre justice? Voilà ce qui les intéresse. Le reste, c'est l'accessoire. Et ça donne lieu effectivement à interpellation à du Congo. Ça. Les investisseurs tiennent avant tout à leurs intérêts. Et leurs intérêts n'ont pas de couleur. Vous êtes franc, vous êtes tout, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que vous leur garantissez comme intérêt? Et là, ce que nous n'avons pas compris jusque-là, et je vais appuyer, Bongo au pouvoir parce qu'il leur garantit leurs intérêts. Leur problème n'est pas de savoir que si Bongo ne fait pas d'erreur, ce n'est pas leur problème. Et quand on les heurte un petit peu, ils vous montrent le fromage. Voilà ce que nous donnons au Bongo. C'est un fromage qui existe. Moi, je connais ce que les Bongo perçoivent sur le pétrole. C'est tout. Voilà où nous en sommes. Donc dire telle communauté, c'est subjectif. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est une négociation. Et je dis un partenariat gagnant-gagnant. On exploite nos ressources, ils en tirent un certain pourcentage, ils apportent des capitaux, nous on a fait des ressources. Mais les royalties que nous prenons, pourquoi 18% doivent aller dans une famille? Voilà pourquoi, voilà notre problème. Alors donc, le reste, c'est à partir de ce moment-là, si vous chassez les investisseurs, on n'ira pas loin. Revenons en arrière. En 1960, c'est ce qui fondamentalement opposait Léon-Mba aux autres. Et Léon-Mba, qui a perdu les élections en 1958, est devenu malgré tout Premier ministre par la force des forestiers. Pourquoi? Parce qu'il a su composer avec eux. Une équipe qui gagne, on ne la change pas, mais une équipe qui perd, qu'est-ce qu'on en fait? Bongo est venu dans le même sillon. Entre-temps avec les forestiers, entre-temps avec les pétroliers, en leur donnant ce qu'ils doivent leur donner. Mais ce n'est pas eux qui ont dit à Bongo de ne pas nous faire des autoroutes.
Il en a eu un moyen à 40 ans de pouvoir. Donc, véritablement, il faut que nous... Voilà pourquoi je prends la réelle politique. Il ne faut pas qu'on aille dans des choses qui n'ont pas de sens. Parce que là, véritablement, le problème de la communication est un problème accessoire. Je tourne le problème autrement, le tribalisme. Vous croyez, si vous prenez un Babounou qui habite au Kolassi, vous croyez que sa préoccupation, c'est de savoir qu'il y a un Babounou au pouvoir? Il a besoin de sa route. Il a besoin d'aller à Néné. Il veut aller chez lui. Voilà le problème. Vous croyez que la préoccupation d'un Molentémoin, d'un Mivoulois qui va aller chez lui, c'est la route de Mivoul, ou bien c'est qu'un fan de Mivoul soit au pouvoir? Essayons d'aller dans cette subjectivité qui est entretenue, parce que le tribalisme, c'est un instrument du pouvoir pour une gestion patrimoniale du pays. Alors il faut pas que nous nous engouffrons dans des pièges que tend le pouvoir. Et ils ont leur interprétation, ils ont une presse à eux. Oui, il ne peut pas y avoir un chef d'État fait au Cameroun, au machin, et là. Moi, je ne suis pas camerounais. On a besoin d'un chef d'État pour le Gabon, qu'il soit fort. Pour nous, il faut qu'il défende les intérêts de l'homme. Et c'est là notre problème. Au lieu de défendre ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est que nous avons des chefs qui défendent les intérêts de leur portefeuille, de leurs hôtels particuliers, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, avec des comptes redondants, partout, dans des paradis fiscaux. Mais à quand la situation du Gabon et des Gabonais? Mais c'est une honte. Alors, donc, véritablement, voilà ce que je peux dire à propos de cela, mais c'est véritablement des questions qui me permettent de donner ma réponse, et de m'expliquer davantage, parce que à chaque fois on reviendra dessus et c'est nécessaire parce qu'il faut véritablement expliquer. Maintenant, allons-y à la loi de finances 2023. Le projet de loi de finances 2023 est une catastrophe. Il montre que notre pays est foutu, qu'on a des politiques incompétents et qu'on a des techniciens qui ont des mains liées et qui ne peuvent rien dire. Je ne donne qu'un exemple et je ne serai pas plus long. Le Fonds monétaire international, au mois de juillet, a fait les prévisions de l'économie mondiale. Et le Fonds monétaire a dit que 2023 serait une bonne année, avec 4,1% de croissance, ce qui est énorme, qui permet effectivement aux pays de l'OCDE de pouvoir se déployer. C'est sur la base de ce rapport du Fonds monétaire international que nous on a fabriqué notre budget. Et quand on fait le budget, c'est sur la base de certaines hypothèses. Eh bien, on a fait notre projet de budget 2023. Il circule. Entre-temps, le 11 octobre 2022, le même Fonds monétaire sort une note en disant que l'année 2023, ce sera une année morose. Le maximum de croissance, c'est 2,1. Ce qui veut dire en termes clairs que automatiquement, tout ce qu'on a fait là, c'est à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'on va regarder qui est notre client, à qui on vend. Or, deux raisons que le Fonds monétaire avance, c'est d'abord l'inflation mondiale et c'est la guerre en Ukraine. Ce qui veut dire que toutes les prévisions qui sont faites dans notre budget, un gouvernement normal aurait fait effectivement automatiquement une modification. Et dès lors qu'on arrive en octobre, en janvier, donc dans quelques jours, on fait ce qu'on appelle une loi de finances rectificative. Donc tout ce qu'on a fait, c'est à la poubelle. Alors, et nous on dit on va avoir un taux de croissance de 3,7. Sur quelle base? Alors que tous les pays occidentaux vont connaître la récession. Voilà où non. Donc c'est une catastrophe. La copie qui a été votée par l'Assemblée, elle est nulle et de nul effet. Et si d'aventure, moi, j'étais candidat
la première chose à faire, c'est une loi de finances rectificative. Maintenant, dans les détails, quand on regarde le budget, c'est 3 000 milliards, 6. Alors, 3 000 milliards, il y a ce qu'on appelle dans une économie la capacité d'absorption. Est-ce qu'on a le temps de l'absorber? Vous prenez vous-même, si on vous donne 10 bâtons de manioc, vous pouvez les absorber. Pour augmenter la capacité d'absorption, là, vous êtes obligé de mettre le temps. Je peux manger 10 bâtons de manioc en 10 jours. Mais comme le manioc pourri, j'ai trouvé une solution. Il y a un réfrigérateur ou un congélateur. Comme ça, chaque jour, je charge le bâton. J'ai augmenté ma capacité d'absorption. Maintenant, regardons l'État gabonais. Or, le délai est très très court pour des pays comme les nôtres qui sont des pays pauvres. Autrement dit, il y a un principe, l'annualité budgétaire. Le budget est annuel, donc de janvier à décembre. Bien. Or, ce budget se fabrique d'abord par les recettes. Prévision de recettes. Mais d'où viennent les recettes? Les recettes les plus importantes viennent du pétrole. Or, selon notre nomenclature, il faut attendre 3 mois pour que les premières recettes arrivent. Donc janvier, février, mars. Alors, le jargon gabonais, c'est de dire le budget n'est pas encore ouais, c'est n'importe quoi. Parce que nous attendons les premiers chèques qui viennent du pétrole et que ces chèques-là soient payés. Et dès lors qu'on arrive au mois de septembre, octobre, exercice terminé. Pourquoi? Parce qu'on a créé un mot, c'est les queues de budget. Ça n'existe pas. On parle des queues de budget dans le domaine privé, pas dans le domaine public. Ça n'existe pas. Parce que vous comptez sur les ressources. Et ces ressources-là viennent des impôts qui ne sont pas prélevés en une seule fois. Les impôts et taxes, ils sont prélevés à chaque fois et on fait un ajustement. On crée, ça rentre et on débite pour les dépenses courantes. Il y a un niveau de dépenses à ne pas dépasser mensuellement pour assurer la régularité des opérations budgétaires. Alors, ce qui fait que quand on met 3 000 milliards pour bénéficier des queues du budget, ça veut dire qu'on n'a rien compris du tout. Et à la fin que ça se passe, on crée un endettement en termes réels parce qu'ils vont sortir de l'argent sur la base de rien, un argent qui n'est pas entré. Et ça endette le pays pour plusieurs années. Donc, pour vous dire simplement, c'est une catastrophe pour notre pays. Il faut que le PDG parte du pouvoir pour qu'on respire. C'est impossible. Le budget 2023 est une catastrophe. Il faut le déchirer, le mettre à la poubelle. Voilà ce que je peux dire à propos. Alors donc, la dernière question, c'est par rapport aux taxes financières. Généralement, quand un budget est établi, c'est sur la base des prévisions. Et ça rentre dans ce que j'ai dit. La taxe financière, la taxe foncière, il est écrit précisément dans la loi de finances, le projet de loi de finances, que véritablement ce qui va se passer, c'est qu'on a fait des bonifications aux gens, on a donné des bonus aux gens, et cette fois-ci, on va taxer. Et on met la taxe foncière. C'est bien. Mais c'est le serpent qui se mord un peu. Vous faites une taxe. Qui paie la taxe? Qui paie la taxe? C'est les particuliers ou les entreprises. Or, les particuliers, toujours comment il faut effectivement se faufiler. Et c'est les mêmes qui bénéficient des terrains. Qui a une multitude, c'est les gens du pouvoir. Qui? Alors, vous voyez que véritablement, c'est des fous fuyants. Et tout est fait pour détourner des sous. Le Gabon est une pompe à détournement. Le gouvernement est une machine à détournement. Voilà où nous en sommes. À partir de ce moment-là, c'est désormais pour notre pays. Il n'y a plus d'État. C'est la course à l'enrichissement illicite. Et là, véritablement, il faut remettre tout en place. Donc le budget 2023, c'est un budget qui ne tient nullement la route. On aurait dû, depuis le 11 octobre, revoir tout ça. Parce que le Fonds monétaire a qualifié 2023 d'une année morose, en raison de l'inflation mondiale et en raison de la guerre en Ukraine.
Voilà un peu les éléments d'appréciation que je peux donner. Et j'évite généralement d'aborder ces questions techniques parce qu'il y a le flou technique qui pense que c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais on le comprend aisément en expliquant simplement. C'est tout. Un budget de l'État, ça se fait, et puis le budget vous voyez a des règles. Il y a des aberrations dans ce budget. Or, quand vous vous rendez compte du courant que vous prenez un tableur Excel, vous coupez là, vous ajoutez et vous avez tel chiffre. Mais non. Et dans ce cas-là, on a des contraintes sous-régionales. La masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales. Nous sommes cette année, en 2021-2022, à près de 57% des recettes fiscales. Donc voilà où nous en sommes. Deuxièmement, vous allez caler le budget de fonctionnement sur la base des recettes non pétrolières. Or, le Fonds monétaire a fait des prévisions sur les recettes pétrolières depuis pratiquement, ils ont revu ça au mois d'octobre. Alors, les recettes non pétrolières, c'est là qu'on cale les dépenses de fonctionnement là-dessus. Et après, on cale la masse salariale. Donc, il y a des exigences qu'il faut respecter. Mais on a l'impression que c'est à l'emporte-pièce. Donc, je suis vraiment désolé de rentrer dans ces questions techniques, mais pour dire que plus tôt on se débarrassera du PDG, mieux ça vaudra pour notre pays. Merci. Professeur, une dernière question, si vous permettez. Oui. C'est bon? Alors, merci, professeur, mesdames et messieurs, les invités. Mesdames et messieurs, les journalistes, nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Alors, il y a une collation qui a été prévue pour vous. J'aimerais encore ici que vous puissiez accompagner le professeur avec des acclamations. S'il vous plaît, des acclamations. D'abord les invités et ensuite les journalistes.